je vais maintenant passer la parole à Jean Guéguinou. Le Quai d'Orsay a été cité, mis en cause, effectivement. Alors, on pourrait dire bien pire. Les plateaux des confrères devant le rue Esnault-Pelletry, devant la grille du Quai d'Orsay, n'est-ce pas? Alors, en direct du Quai d'Orsay, alors que, bon, en téléphonant, en général, on n'a rien. On n'a rien, mais pas... Mais un peu, le rien est un peu plus consistant que le rien qu'on a en étant devant la grille. Non, mais ne t'y trompe pas. Ils ne rentrent pas. C'est quand ils sont devant le palais, ils téléphonent. Quand ils sont au coin de la rue, qu'est-ce qu'ils appellent quand ils n'ont pas leur rédaction? Ils appellent le service de la communication où ils sont 178, mais il n'y en a pas un qui répond parce qu'ils sont en réunion. Bon, Jean Guéguinou... Ou alors ils sont partis déjeuner. Prépare la réunion. Bon. Jean Guéguinou, ambassadeur de France. Alors vous savez qu'ambassadeur de France, c'est une dignité, en quelque sorte comme maréchal de France. C'est-à-dire que c'est un titre qu'on décerne à certains ambassadeurs, pas à tous. Voilà. Il a été en poste dans beaucoup d'endroits. Il a été ambassadeur à Londres, au Saint-Siège, à Prague de mémoire, à l'UNESCO, et puis il a occupé différents poste important au Quai, mais il y en a un qui nous intéresse particulièrement, évidemment, c'est qu'il a été directeur de la presse et de l'information. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, l'appellation a changé, puisque c'est un truc absolument barbare. Directeur du porte-parole. On leur a fait remarquer assez souvent que c'était absolument abominable. Ils en conviennent et disent qu'ils vont le changer, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc, Jean Guéguinou, je vais demander de nous expliquer un peu comment, vu de l'autre côté de la barrière, il traitait en quelque sorte les journalistes, et puis aussi l'évolution qu'a connue la communication du gouvernement, mais enfin, et là, en l'occurrence, du département, du Quai d'Orsay, depuis 20 ans, parce qu'évidemment, ça a radicalement changé. Jean. Merci, Pierre. Oui, je crois que je vais avoir une pente à remonter pour vous convaincre que finalement, au Quai d'Orsay, il arrive à ceux qui sont chargés de porter la parole de dire de toute façon quelque chose assez fréquemment au monde de la presse. Mais c'est vrai que vous avez d'ailleurs pu l'entendre qu'il y a toujours eu entre les diplomates et les journalistes une certaine relation ambiguë. Une relation ambiguë parce qu'elle était méfiante de la part des seconds, des diplomates, par rapport aux journalistes. Pourquoi? Parce que très longtemps, et ça c'est tout à fait vrai, la culture du Quai d'Orsay était la culture du secret. Il y avait personne, les seuls pouvaient s'exprimer devant les journalistes, ceux qui en étaient officiellement chargés, c'est-à-dire le service de presse qui s'est appelé, qui a eu diverses appellations, et où je me suis trouvé en fonction à deux occasions. Les ambassadeurs, par exemple, à l'étranger, n'avaient absolument pas le droit de s'exprimer. Et d'ailleurs, ils n'y tenaient pas beaucoup, mais c'était une quasi-interdiction. Le porte-parole, lui, commentait les événements chaque jour au cours d'un point de presse, et après s'être assuré, souvent en voyant le ministre lui-même ou son directeur de cabinet, de ce qu'il fallait dire ce jour-là à propos des événements du jour. Mais il y avait, de la part du Quai d'Orsay, il y avait une crainte des fuites. Des craintes des fuites ou des craintes de propos qui n'auraient pas été suffisamment pesés, articulés avec des adjectifs choisis et qui risquaient, du fait que les adjectifs comptent dans la communication diplomatique, auraient pu mécontenter les partenaires ou créer une situation difficile. Je caricature un peu, évidemment, mais quand je suis rentré au Quai d'Orsay, alors je ne parle pas d'il y a 20 ans, c'est il y a 50 ans quasiment, puisque j'y suis rentré en 1967, je vais vous dire comment se présentait la communication sur la politique étrangère. Il y avait une chose essentielle, c'était les grands-messes du général de Gaulle à l'Élysée. Il y avait les conférences de presse où le général, dans le cadre du salon de la salle des fêtes, devant un parterre de journalistes, et pas seulement d'ailleurs de journalistes diplomatiques, annonçait les grands événements de sa politique étrangère, qui, comme vous le souvenez peut-être, était une politique qui se voulait forte, originale et purement française.
Or, c'est au cours de ces conférences que d'ailleurs les grandes décisions ont été annoncées, quand on a décidé de quitter l'OTAN, quand on a dit un niet, quand on a mis un veto à la première candidature britannique au marché commun, quand aussi il s'est exprimé à plusieurs reprises sur les conflits du Moyen-Orient. Et vous savez qu'il y a des phrases célèbres qui sont maintenant dans toutes les mémoires, comme cette phrase sur les Israéliens, qui étaient un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. C'est devenu quasiment d'ailleurs une formule que l'on ressort souvent. Il y avait, en dehors de cela, le ministre, évidemment, pouvait aussi s'exprimer. Mais à l'époque, le ministre était peu tenté de s'exprimer, peu tenté de rencontrer la presse. Il était distant et distingué. C'était M. Couve de Murville. Et qu'il était lui-même un diplomate. Donc, finalement, le langage qui tenait était celui de ceux qui travaillaient avec lui. Il avait gardé un langage très, très diplomatique, si bien qu'il ne disait pas grand-chose. Et puis, il y avait le porte-parole qui, lui, était chargé avec souvent pas beaucoup de bagages, je dois dire, d'expliquer ce qu'on faisait et ce qui se passait. Je dois dire que il faut néanmoins mettre il y avait déjà, mais je reviendrai sur la deuxième, pas la deuxième partie, mais sur la deuxième étape, c'est-à-dire je vais tout de suite me projeter 20 ans après, qui est où je me retrouve cette fois-là, non pas comme jeune secrétaire au service de presse, mais comme chef du dit service. Alors on est toujours dans ce cadre-là. Il y a une chose qui a changé, c'est que les ministres s'expriment plus volontiers. Pas autant qu'aujourd'hui, mais ils s'expriment plus volontiers. Alors, par qui passe-t-on et avec qui parle-t-on? Eh bien, le service de presse et son chef parlent avec des journalistes de politique étrangère. Des journalistes, il en connaît, il en a qui sont ses interlocuteurs habituels, comme Pierre Bello. Et ce petit monde est un monde de club, c'est-à-dire qu'il y a tous les jours le point de presse, où il n'y a pas beaucoup de journalistes. Il y a ensuite les déjeuners, les rencontres avec la presse diplomatique. En général, je veux dire plus qu'en général, les journalistes de cette association sont des experts, des gens qui connaissent leur métier, qui ont souvent de l'expérience, et ils en ont d'autant plus que finalement, j'ai retrouvé 20 ans après ceux que j'avais connus la première fois. Donc, ils avaient eu le temps d'assimiler le discours et de connaître les règles du jeu. Puis le porte-parole n'était pas non plus, c'est pas des points de presse comme aux États-Unis. Il n'y avait pas d'agressivité dans les questions qu'on posait. On ne posait pas de questions indiscrètes en général, et tout le monde connaissait les règles du jeu. Mais si je m'arrête là, je ne raconte pas toute la vérité. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y avait en dehors de ces déclarations officielles supposées être diffusées dans la presse, à la télévision, etc., il y avait les contacts qu'on avait journellement, au téléphone, avec couloir, dans son bureau, parce que se crée, au bout d'un certain temps, une confiance réciproque. Et il arrive, ça m'est arrivé souvent, de dire à des journalistes sur un point, écoutez, là, vous vous trompez complètement. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais je peux vous dire que vous vous trompez complètement. Il y a aussi cette règle, on respecte ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire que quelque chose qu'on vous donne sous le sceau, on ne peut pas le répéter, soit dans son papier, dans le journal, soit en parlant à la radio ou à la télévision. Et je dois dire que c'est évidemment, c'est un système qui, dans l'ensemble, de mon temps en tout cas, ne fonctionnait pas mal. Et il m'est arrivé de dire des choses très confidentielles à certains de mes amis journalistes. Je dois dire que sur 4 ans, je n'ai été trahi qu'une fois. Finalement, ce n'est pas beaucoup. Et trahi une fois, et puis le journaliste m'a dit ensuite que je n'ai pas du tout vrai, il ne m'avait pas trahi, parce que quelqu'un d'autre, quelques jours après, lui avait dit la même chose. Pour ça, je n'ai jamais réussi à savoir si c'était vrai. Mais en tout cas, c'était sur cette base que fonctionnait le système. Elle fonctionnait d'autant plus qu'à l'époque, et ce n'est que plus tardivement, que la cellule diplomatique de l'Élysée est entrée dans le jeu de la relation avec la presse. Et puis, il faut savoir aussi qu'au Quai d'Orsay, si vous voulez, il y avait aussi cette espèce de fusion entre le politique et les diplomates qui travaillent dans le ministère, puisque beaucoup de ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés depuis 1968 étaient eux-mêmes des diplomates, connaissaient les règles du jeu et n'avaient souvent pas envie de les enfreindre. Donc, comme je vous l'ai dit, il demeure que malgré cette règle du secret et malgré cette règle de la confidentialité, il y avait quand même de temps en temps des fuites dans les journaux. Il y avait des fuites et je sais que plusieurs ministres, j'ai entendu dire « mais ces diplomates sont bavards comme tout, ils ne sont pas capables de se taire, ils ne savent pas ». J'ai reçu comme ça un matin
d'une algarade du ministre de l'époque, qui était Roland Dumas, parce qu'il était paru dans plusieurs journaux le matin une information qui le contrariait sur une vente de frégates à Taïwan. Et alors, il m'a dit, mais c'est scandaleux, vos collègues, ça passe terre, c'est épouvantable, c'est épouvantable. J'ai dit, écoutez, là, je vais vous porter la contradiction, parce que moi, je sais qui a fait la fuite et je sais à qui la fuite a été faite. Ce n'est pas du tout ni un journaliste diplomatique d'ailleurs, et ça n'était pas un diplomate, parce que c'était un journaliste de Libération qui s'appelait Guinel et qui rencontrait tous les jours, quand il voulait, tous les généraux, tous les délégués généraux à l'armement, qui par conséquent étaient très très bien informés de ce qui se passait dans le ministère de la Défense. Enfin, je l'avais vraiment pas convaincu. Je pense que depuis hier, tous les exposés que nous avons entendus, toutes les conférences que nous avons entendues, ont bien montré que tout d'un coup, il y a quelque chose qui change au début des années, dans les années 90. Et c'est toujours, dans tous les domaines, il y a quelque chose qui change, c'est évidemment l'apparition de nouveaux moyens de communication, l'apparition d'Internet, les médias, l'iPhone, tout le tissu de la toile qui va modifier les règles du jeu, et elle les modifie aussi en ce qui concerne la relation de la presse et des diplomates en ce qui concerne l'information. Le monde a changé. Ce qui a changé aussi, c'est la notion de temps. La diplomatie, ce que l'on fait, pourquoi on travaille dans la diplomatie, c'est quelque chose qui ne se décide pas comme ça tout d'un coup. Il y a une information, on fait ci, on fait ça, on réagit. Alors évidemment, c'est très très décontenançant, si vous voulez, d'avoir à répondre à des questions qui sont posées brutalement et souvent à l'interlocuteur. Mais M. Hervouette tout à l'heure dit qu'il y avait bien un journaliste qui a débarqué ce matin à Tunis, on ne sache pas de quoi il s'agissait exactement, et qui a quand même parlé à ce propos. Mais les diplomates ont un peu de mal à faire ça et à se situer plutôt dans ce nouveau contexte. Ce qui s'est passé aussi, c'est que des événements de politique étrangère, à travers la résonance qu'ils ont dans le monde et des résonances qui exigent des réactions, où on attend des réactions immédiates, c'est beaucoup multiplié. On sait tout ce qui se passe à tel moment, vous annoncez une nouvelle, il faut que tout de suite vous réagissiez, alors que vous n'avez pas encore tous les éléments qui vous permettent de le faire vraiment. Et puis surtout, je crois que ça, c'est un problème qui est né de l'apparition des chaînes en continu, où il y a des journalistes qui sont avec leur micro devant le Quai d'Orsay ou ailleurs, et qui sont obligés de dire quelque chose, et qu'évidemment, mais ce qu'ils ont dit, on peut l'avoir oublié une heure après, ou bien on peut ne pas l'avoir oublié, et tout ça crée quand même une situation parfois compliquée. Et puis, je pense aussi qu'il y a une autre chose en termes de... Je me dirais que ce n'est plus les diplomates que je parle, parce que les diplomates, c'est quoi? C'est le ministère des Affaires étrangères, je dirais. Je comprends le ministre et puis les fonctionnaires qui servent dans le service diplomatique dessous. Mais les ministres des Affaires étrangères veulent de plus en plus apparaître sur le devant de la scène, parce qu'ils veulent s'exprimer, ils veulent faire des points de presse, s'exprimer, et souvent se faire connaître et entretenir leur image. Il n'y a pas que d'ailleurs, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des grandes apparitions de De Gaulle au cours des conférences de presse dans la salle des fêtes de l'Élysée. Maintenant, le président de la République, on le voit tous les 3 minutes sur l'écran, parlant d'une chose ou d'autre, et souvent s'exprimant sur des sujets effectivement diplomatiques. Alors, comment pour créer, puisque c'était de savoir, peut-on tout dire? Je ne crois pas qu'on puisse tout dire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on cachait autrefois et que l'on ne voulait pas dire, d'abord que l'on dit aujourd'hui, et il n'y a plus cette culture du secret. Elle a changé, d'abord parce qu'on a incité les diplomates à s'entretenir avec les journalistes, je veux dire, ne serait-ce que pour leur donner le background, pour expliquer ce qui se passe. Parce que quelquefois, dans un certain nombre de pays, la situation est d'une extrême complexité et tout le monde n'est pas censé, si vous voulez, connaître tous les détails et tous les éléments de cette complexité. On n'est pas obligé de tout dire. Normalement, un diplomate doit dire tout à son gouvernement. Et quand il le fait, c'est un gouvernement qui n'est pas content. Je me souviens, je peux citer un cas d'un ambassadeur en Tunisie qui avait dit il y a quelque temps, écoutez, vraiment, ce régime Ben Ali est un régime pourri. C'est un régime pourri, c'est un régime corrompu, la population commence à en avoir par-dessus la tête de ses méthodes. Eh bien, il a été quasiment renvoyé parce que ça ne plaisait pas du tout au président de la République. Il y a quelques ministres à l'époque qui considéraient que Ben Ali était très commode et que finalement, il fallait surtout pas le contrarier. Donc ça veut dire que de tout dire à son patron n'est pas toujours est un devoir, mais quelquefois, il faut savoir que ce devoir comporte quelques difficultés.
Je pense qu'on ne peut pas tout dire, mais je pense qu'on peut dire beaucoup de choses. Et on ne peut pas tout dire non plus dans le métier de diplomate parce qu'il se trouve que même dans la négociation, vous ne pouvez pas tout dire dans une négociation. Vous ne pouvez pas tout dire. Vous ne pouvez pas tout dire à propos d'une négociation parce que vous êtes à un stade de la négociation où le secret, enfin, je veux dire, ce que vous êtes en train d'essayer de faire dépend un peu des options que vous vous êtes données à vous-même. J'ai fait l'expérience, la dernière expérience diplomatique que j'ai faite, c'est à l'UNESCO, où pendant 4 ans, j'ai suivi de bout en bout, parce que la négociation a commencé quand je suis arrivé et s'est conclue quand je suis parti. Il y a un témoin devant moi qui pourrait me raconter la même chose. Et on a pendant 4 ans, on a négocié la convention sur la diversité culturelle. Alors vous me direz, c'était anecdotique, pas du tout. C'était pas anecdotique parce que ça mettait beaucoup d'intérêt en jeu. Et ça n'était pas anecdotique pour un diplomate français parce qu'il se trouvait qu'en France, le plus passionné par ces négociations était le président de la République. Jacques Chirac tenait absolument à ce que l'UNESCO adopte cette convention. Alors, quand vous savez ce que vous voulez faire dans une négociation. Mais comment y parvenir? Vous allez vous heurter à des opinions différentes, etc. Donc, par conséquent, vous êtes vous-même obligé de mentir de temps en temps. Enfin, mentir, de ne pas dire la vérité. Je prends une situation, on vous dit, votre interlocuteur vous dit, moi, absolument, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous, dans ce qu'il a dit, vous savez pertinemment qu'il y a une des choses qui vous intéresse et les autres pas, vous en fichez. Mais alors, il faut que vous mainteniez assez longtemps le secret parce que votre force de négociation dépend du moment. Et tout d'un coup, sur les 3, il y en a 2 que vous abandonnez et vous avez l'impression de faire un grand sacrifice. Mais ça veut dire qu'il y a toujours une notion de... Il doit rester, sinon du secret, de l'incertitude. Il est évident aussi que je pense qu'il est difficile dans la relation, si vous voulez, entre la presse et la diplomatie, c'est justement le fait on a parlé tout à l'heure des télévisions ou des radios en continu, c'est que souvent les points de vue qui sont exprimés ou la formation donnée brute est tellement brute que, si vous voulez, elle ne correspond pas souvent à la réalité. Alors ça, évidemment, l'explication diplomatique nécessite plus de complications. Mais je serais moins méchant que M. Hervouet vis-à-vis du diplomate. Lui, dans ses émissions à LCI, il rassemble un certain nombre de gens. Et quand on le regarde à la télévision, quand on suit ses émissions, on a une vision où la plupart des points de vue et la plupart des complexités de la situation ont été exposées. Donc, ceci dit, je crois que la relation diplomate et journaliste a trouvé aujourd'hui une forme plus apaisée, moins méfiante de la part des diplomates que ça n'était le cas il y a 50 ans. Ça, je le pense très sérieusement pour l'avoir expérimenté. Et je sais aussi que dans les propos que je vais tenir, j'ai parfois un peu grossi les traits. Mais il restera toujours cette préoccupation contradictoire entre le fait de vouloir dire des choses, d'expliquer, de satisfaire son auditoire ou son lecteur, et puis ceux qui, par l'autre côté, ils pourraient attendre, parce que s'ils attendent 2-3 jours, on pourra leur parler davantage, on pourra leur dire plus, et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet qui est complexe, mais très franchement, je peux vous dire, pour l'avoir vécu dans la durée, que d'abord, je répète ça, d'abord les relations sont beaucoup améliorées, et puis il reste aussi, par rapport à la première description que je vous ai faite, qu'à une époque, les interlocuteurs étaient tous des journalistes experts, qui connaissaient ce dont ils parlaient, avec qui on pouvait parler, etc. Ça a quand même un peu... Ça a changé un peu, parce que ça n'est plus le cas toujours. Ça n'est plus le cas toujours. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous dites, on vous parle au téléphone, il n'y a personne à l'autre bout du fil. Alors, on répond « mais si ». Et il y avait quand même quelqu'un au bout du fil, mais peut-être qu'à ce moment-là, personne voulait parler. Mais enfin, il faut prendre ça je le prends d'ailleurs, et je le prends d'autant plus que je n'y suis plus, je le prends de manière très, très, très calme, parce que puis je ne m'offusque pas du tout, parce que j'ai retenu la grande leçon de mon prédécesseur, enfin un de mes prédécesseurs, Talleyrand, qui disait « de toute façon, les diplomates trahissent tout, sauf leurs sentiments ». Merci. Oui, merci Jean Guéguinou. Oui, pour avoir vécu cette évolution de l'autre côté de la barrière, je confirme absolument ce que Jean Guéguinou a dit. Évidemment, bon, les gens qui s'occupaient de politique étrangère notamment, mais c'était vrai dans d'autres secteurs, hein.
étaient des spécialistes. Bon, la rétraction des rédactions, la course à l'information, tout ça fait que les choses ont changé. Et puis, alors, le hiatus entre le temps diplomatique et le temps médiatique, le fossé s'est agrandi parce que, bon, quand on travaillait dans un quotidien, un hebdomadaire, alors il y avait des agences de presse qui faisaient de l'information immédiate, mais c'était des grosses machines avec des spécialistes, non seulement de politique étrangère, mais dans la grille de politique étrangère, il y avait des spécialistes de l'Afrique, et dans les spécialistes de l'Afrique, il y avait un spécialiste de l'Afrique orientale, etc. Donc, quand même, bon, avec une certaine expertise. Bon, le temps médiatique par rapport à un quotidien ou à un hebdomadaire, bon, c'était déjà un peu compliqué. Mais évidemment, quand il faut déverser de l'information continue, minute par minute, ça devient très, très, très compliqué à gérer. La confidentialité, ben oui, évidemment qu'on peut, enfin, on ne peut pas non plus mettre en péril nous avions eu... bon, moi j'ai présidé l'association de la presse diplomatique, et mon confrère Vincent Hervouette aussi après moi, mais on ne peut pas rester président de plus de 4 ans. Alors on a essayé de faire changer les statuts comme en Afrique, mais ça n'a pas marché, non, je plaisante. On avait eu un incident, effectivement, une fois, avec un confrère qui avait cassé le off et qui avait mis en grande difficulté le conseiller Afrique de l'Élysée, qui a failli sauter, en l'occurrence. Hein. Donc il faut évidemment quand même faire attention, parce que les journalistes n'ont pas vocation de sacrifier les carrières, parce que les journalistes, ils craignent pas grand-chose. Il y a une espèce d'impunité. Bon, donc ça, effectivement, il faut de la responsabilité aussi du côté des journalistes. Ça ne veut pas dire faire de la rétention d'informations, mais enfin pas mettre en difficulté les gens qui vous aident, qui vous mettent sur la voie de certaines informations, ou qui vous disent des trucs pour le background, comme on dit en bon français, pour la compréhension d'un dossier. Mais enfin, évidemment, il ne faut pas le mettre dans leur bouche, parce que sinon, ils risquent les pires ennuis. Donc, avec des gens qui étaient des spécialistes, mais ce que je dis pour la politique étrangère était vrai pour la politique économique, sociale, ou les problèmes de défense, où là, l'omerta était encore pire. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais autrefois, le menu du mess des officiers, où il y avait des endives au jambon, c'était classé secret défense. Bon, c'est moins le cas aujourd'hui. Donc, évidemment, le journaliste, lui, il essaie d'obtenir des informations, et de l'autre côté, il essayait de ne pas en donner. C'est moins vrai aujourd'hui. Il y a une politique de communication qui peut s'apparenter à de la propagande, mais voilà. Merci Jean Guéguinou.